Bonjour à tous, amis de l'aviation, de l'air et de l'espace, bienvenue au Salon du Bourget. C'est pas un direct, il y aura un léger différé parce que j'ai eu un petit souci technique. Donc bienvenue sur ce léger différé en direct du Salon du Bourget. Donc derrière moi vous avez un 777-300 de la compagnie Qatar Airways. C'est toujours un petit peu dommage que ça ne soit pas un 777-300 de la compagnie nationale française qui soit présente ici, au plus vieux salon de l'air et de l'espace du monde. Mais bon, c'est comme ça, visiblement, il y a des intérêts financiers qui priment sur les intérêts du cœur. Donc vous pourrez voir cette année au Salon du Bourget un certain nombre de choses très intéressantes, hormis le 777-300 auquel vous êtes maintenant habitués. Il y a cette année l'armée américaine, comme tous les ans d'ailleurs, qui se présente ici au Salon du Bourget. Ils nous ont fait le plaisir de venir avec un Osprey cette année. C'est un appareil hybride assez intéressant pour ceux qui ont vu des films un peu comme The Edge of Tomorrow. Eh bien, vous serez un petit peu habitué à ce type d'appareil. C'est un appareil à décollage vertical où vous voyez de chaque côté des ailes. Une motorisation montée sur un système qui lui permet, n'est-ce pas, d'être piloté comme un hélicoptère dans les phases de décollage et d'atterrissage et comme un avion dans les phases de vol, puisque les moteurs vont pivoter vers l'avant en mettant le système d'hélice vers l'avant pour que ça puisse être piloté comme un avion. Donc voilà, c'est un Osprey. Si vous passez par ici, venez le voir. Il y a des officiers de l'armée américaine qui sont là, qui sont charmants et qui feront un plaisir de vous le faire visiter et de vous en parler. Ensuite, un avion ravitailleur de l'armée américaine, un F-16, 2 hélicoptères de combat. Toujours très intéressant, toujours pareil, vous trouverez sur ces stands-là du personnel militaire qui se fera un plaisir de vous expliquer quelle est leur mission, quels sont leurs métiers. Là derrière, vous avez un petit bout du musée de l'air et de l'espace ici au Bourget. J'ai dit un petit mot du musée de l'air et de l'espace parce que peu de gens savent qu'on a un musée de l'air et de l'espace ici à Paris. C'est ici au Bourget, il est très intéressant. On y parle du Normandie-Yémen, on y parle de l'aventure extraordinaire du Concorde, on y parle de l'aventure extraordinaire d'Ariane Espace. Vous pouvez voir derrière moi d'ailleurs quelques exemplaires des fusées Ariane. Donc venez-y avec vos enfants, c'est très ludique, c'est très joli. Et puis bien encore une fois, je le dirai jamais assez, mais c'est ici en France qu'on a inventé l'aviation. Donc si vous devez faire un musée de l'air et de l'espace un jour dans votre vie, c'est en France qu'il faudra le faire. Et puis derrière moi ici, vous avez le géant des airs, la 380, le fer de lance de l'industrie aéronautique française. C'est bien de venir le voir ici au Bourget parce que si d'aventure vous le preniez avec Air France ou toute autre compagnie, vous ne pourriez saisir la dimension de cet appareil. Donc quand vous venez ici au Bourget, il y a des milliers de gens qui gravitent autour et qui vous donnent un petit peu l'échelle de ce que peut être cet appareil. Donc quand on vous dit c'est le plus gros avion de transport civil au monde, vous voyez qu'on ne vous ment pas. Regardez la taille de cette dérive, c'est absolument fantastique. L'envergure de cet appareil donne absolument le vertige. Vous pouvez aussi monter dedans et c'est ça le charme du Salon du Bourget, c'est que les constructeurs, les compagnies aériennes, les armées viennent avec leurs appareils et se font un plaisir de vous les montrer, se font un plaisir de vous permettre de monter à bord, de vous l'approprier et de vous l'expliquer. Voilà, donc c'est la grande fête de l'aviation civile, c'est la grande fête de l'aviation militaire et c'est la grande fête de l'aviation tout court, ici le Salon du Bourget. N'hésitez pas à vous y rendre. Eh bien, il ne me reste plus qu'à aller faire le tour, aller faire ces grandes queues comme vous voyez derrière pour monter à bord des avions. Vous voyez que l'aviation a encore un énorme succès aujourd'hui et c'est tant mieux. Elle fascine les enfants comme elle fascine leurs parents et c'est quelque chose comme un avion qu'on aime beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on vous a créé ce média, c'est pour vous permettre à vous qui ne pouvez pas vous déplacer jusque là d'en avoir un avant-goût et peut-être vous donner une bonne raison supplémentaire de venir vous y intéresser. Donc je vais aller me mettre dans la queue comme tout le monde et je vais me faire un petit plaisir personnel. Je vais aller visiter le 380 d'Airbus puisque à l'intérieur il y a des aménagements qui sont fabriqués sur mesure par Airbus pour vendre leur appareil. Je vous laisse imaginer la démesure de ces aménagements intérieurs. Vous ne les trouverez jamais à bord d'avions civils. C'est pour ça que ça me fait plaisir d'aller les voir ici au Salon du Bourget. A très bientôt. Bonjour les amis de l'aviation. Alors ici au Salon du Bourget, il n'y a pas que des avions qui sont exposés. C'est aussi un salon de vente où les industriels et les acheteurs se rencontrent afin de nouer de nouveaux partenariats. Donc ici vous êtes dans un pavillon qui est assez intéressant au final, surtout pour nous, public, qui avons l'habitude d'utiliser les avions de ligne par exemple.
Ici, vous trouverez par exemple derrière moi Zodiac Aviation, spécialisée dans les aménagements intérieurs des avions civils. Vous avez certainement côtoyé le matériel de Zodiac dans les 777, dans les 380, dans les 320 ou dans tous les avions que vous aurez pu prendre pour partir en vacances. Derrière moi, Stelia, spécialiste en cellules d'aviation. Vous voyez derrière une cellule d'avion. Les cellules, c'est ce qui compose la structure même de l'avion. Ce sont des alliages, des matériaux excessivement légers, excessivement solides, qui nécessitent des entreprises de grande technicité, comme Stelia derrière moi. Derrière Safran, motoriste, donc vous ne vous en apercevrez jamais, mais vous voyagez forcément dans des avions qui sont équipés par ce genre de constructeurs, d'accord? Puisque quand on parle de constructeurs d'avions, Boeing comme Airbus, Boeing et Airbus fabriquent des avions, fabriquent des ailes, assemblent des structures, mais ce sont des grands patchwork de plusieurs pièces qui viennent de plusieurs constructeurs. Donc ici, vous avez un panel de constructeurs qui viennent montrer ce qu'ils savent faire à des acheteurs comme Boeing, comme Airbus, qui viennent se fournir en motorisation, en cellules, en pièces de cellules, en aménagement intérieur, etc. Et derrière ensuite, vous avez... Allez, on va essayer de se faufiler à travers la foule. Beaucoup de monde au Bourget aujourd'hui. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une grande fête de l'aviation. Aujourd'hui, le Bourget est ouvert que aux personnes civiles entre guillemets, donc au public, puisque les 4 premiers jours sont dédiés aux professionnels. Donc ici maintenant, il n'y a plus de professionnels ou peu, il n'y a plus que du public et vous voyez que le public est fasciné par l'aviation et c'est une bonne nouvelle. Hop, on va se glisser par là. Hop, 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 hop. Voilà, et ici on se retrouve sur le stand de Dassault. À l'extérieur de ce pavillon, vous trouverez 2 exemplaires des avions les plus performants que l'armée de l'air ait pu avoir, à savoir les Rafales. Vous voyez les maquettes ici et plusieurs exemplaires des avions qui sont fabriqués par Dassault. Donc réjouissons-nous, Dassault est une entreprise française, elle fabrique quelques-uns des plus beaux et des plus performants avions qui existent sur cette planète. De paroles même de pilotes de chasse, le Rafale est un des meilleurs avions qui ait jamais été créé, meilleurs avions de combat. Voilà, alors il est assez regrettable que nous n'arrivions pas ou peu à les vendre à l'étranger, et ce de par le fait que ces avions coûtent très cher et qu'il y a aussi des grands professionnels du lobbying qui sont les compagnies américaines, les compagnies qui fabriquent des avions de chasse aux États-Unis, qui pratiquent un lobbying assez agressif sur certains pays qui sont en demande d'achat justement de ce genre d'appareil. Peut-être qu'en France, on a une petite longueur de retard sur le lobbying. Peut-être que la France n'est plus assez puissante pour pouvoir imposer son industrie. Et puis, tout compte fait, quand vous discutez avec les gens qui pilotent ces avions-là, et en particulier les Rafales, eh bien finalement, ils n'ont qu'un mot à la bouche, c'est tant pis pour eux. Et tant mieux pour nous, puisque on a en présence ici et le Rafale aux couleurs de certains pays qui ont été les euros acheteurs de cet appareil-là. Ils sont très peu. Et tant mieux, donc c'est ce que je disais, puisque tant que la France sera équipée de Rafale et pas nos éventuels ennemis, on pourra s'assurer la supériorité aérienne, puisque cet avion est le meilleur avion de combat jamais créé pour l'occasion, et c'est nous qui l'avons. Donc voilà, il équipe aujourd'hui aussi bien l'armée de l'air que la marine nationale, dans sa version aéronavale, et c'est une absolue merveille. Donc réjouissons-nous en France d'avoir un des meilleurs constructeurs d'aviation de combat, ainsi que d'aviation privée, puisque vous voyez ici quelques-unes des maquettes, en particulier le 900LX et le 5X, quelques-uns des plus beaux et des plus chers avions d'aviation privée. Voilà, donc n'hésitez pas à passer par ici, en prendre plein la vue, et puis surtout voir l'envers du décor, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec Stelia, Zodiac Aerospace, et plus loin Safran, puisque ça ce sont des choses que vous ne voyez pas quand vous prenez l'avion, et bien vous pouvez les voir ici, puisque ces constructeurs-là viennent vous présenter leur savoir-faire. Je vous reprendrai tout à l'heure pour un autre pavillon et une autre petite aventure aéronautique. Là on est dans le pavillon des métiers. Alors pour ceux qui rêvent de toucher un petit peu l'aviation d'un peu plus près, c'est ici qu'il faut venir. Vous trouverez les stands de tous les métiers qui touchent à l'aéronautique, électricien, mécanicien, mais aussi pilote d'hélicoptère, pilote de ligne, pilote de chasse, pilote de l'aéronaval, hôtesse et steward, etc., etc. Donc n'hésitez pas à venir dans ce pavillon si vous voulez intégrer le milieu de l'aéronautique et vous vivrez une aventure extraordinaire. Comme vous le voyez derrière moi, on a là-bas le pavillon de la Marine nationale
puisqu'évidemment dans la marine nationale il n'y a pas que des bateaux, mais il y a aussi l'aéronaval et tous les métiers qui l'entourent, mécanicien, pilote, contrôleur aérien, etc., etc. Derrière le forum d'Air France, la compagnie nationale, je ne vais pas vous refaire le laïus sur Air France, vous l'avez déjà assez entendu, mais c'est la compagnie nationale, il faut la prendre. Et on peut aussi y travailler, donc vous trouverez tous les forums possibles et imaginables autour des métiers à l'intérieur d'Air France qui sont absolument infinis, puisqu'il y a des chaudronniers, les gens qui travaillent autour des moteurs d'avion, les capots moteurs, il y a les mécaniciens qui travaillent à l'intérieur des moteurs et à l'intérieur des avions, les électriciens et tous ces métiers-là que vous pouvez imaginer, ils sont excessivement nombreux. Et puis vous avez aussi l'Institut Mermoz qui est ici, qui va vous former au métier de pilote, ainsi qu'au métier d'hôtesse et steward. Donc n'hésitez pas à les contacter. Le petit plus, c'est que les gens qui travaillent à l'intérieur de Mermoz sont des gens qui ont travaillé dans l'aéronautique, ils ont travaillé dans la compagnie nationale Air France. Non seulement ils vous formeront au métier, mais ils vous formeront aussi à toute la philosophie qu'il y a autour. Donc vous repartirez de là avec une formation assez complète et une idée assez précise de comment vous placer sur les sélections à l'intérieur de la compagnie nationale. Et si vous réussissez les sélections, si vous êtes en mesure de réussir les sélections à Air France, vous serez en mesure de réussir vos sélections à l'intérieur de n'importe quelle autre compagnie de transport aérien civil. Donc, Institut Mermoz, ici aujourd'hui au Salon du Bourget. N'hésitez pas, à tout à l'heure. Alors ici nous sommes dans le pavillon Airlab. Le pavillon Airlab a une particularité, comme vous venez de le voir, c'est d'être accueilli par le musée de l'air et de l'espace du Bourget. Ici c'est à la base le pavillon des Concordes. Donc comme vous venez de le voir derrière, il y a deux Concordes, c'est peut-être pas évident, on va s'avancer un petit peu. Il y a d'abord le Concorde numéro 1, celui qui a servi aux essais, qui est un tout petit peu différent du Concorde commercial. Donc celui-là vous ne le verrez qu'ici. Et il y a surtout le Concorde d'Air France. Je vous avais dit que je vous reparlerai d'Air France. Celui-ci, c'est un des exemplaires qui a participé à faire la légende de la compagnie nationale. Cet avion a fait les allers-retours entre Paris et New York en 3h45. Il est encore équipé de sa cabine originale et donc passé par le musée de l'air et de l'espace pour voir cet avion de près, parce que je suis sûr que vous n'avez jamais eu l'occasion de le voir de si près. Et c'est aussi l'occasion de s'apercevoir que c'est un avion immense. Et ce, malgré toute la petitesse de la cabine. Si vous êtes à l'intérieur, vous tendez les bras comme ça et vous touchez des deux côtés. C'est très très impressionnant un Concorde. Maintenant, le Paris Airlab. C'est un pavillon du... Excusez-moi parce que je suis en train de regarder aussi la retransmission de la démonstration de l'hélicoptère Tigre, comme vous voyez derrière moi. Voilà, en direct. Donc le pavillon Airlab. Le pavillon Airlab est un pavillon du meeting du Bourget qui s'intéresse au futur de l'aviation. Donc c'est tout à fait intéressant de venir ici parce qu'après avoir vu le présent, le passé avec le DC-3 d'Air France et d'autres vieux biplans, eh bien vous pouvez venir ici assister à quelques colloques, à quelques discussions autour du futur de l'aviation. Futur des matériaux, futur des cabines et futur des aéronefs qui seront construits plus tard à base de technologies hybrides, d'alliages hybrides, enfin de tout ce qui va faire que nous allons pouvoir repousser encore plus loin les frontières de l'aviation et peut-être même les frontières de l'espace, puisqu'il s'agit bien de ça ici aujourd'hui, c'est d'aller au-delà des frontières terrestres. Donc n'hésitez pas à passer par le Paris Airlab après être passé par le Forum des métiers afin de voir, si vous vous trouvez une école pour faire un métier de l'aéronautique, vous pouvez être quasi sûr que vous allez travailler dans un futur très proche sur les technologies qui sont représentées ici au Paris Airlab. Je vais immédiatement me diriger vers l'extérieur pour assister aux démonstrations du meeting aérien du Bourget, parce que le Bourget n'est pas qu'un salon, c'est aussi un meeting aérien. Et donc ça serait absolument dommage de se priver de ce qui est en train de se passer en direct sur l'écran derrière, c'est-à-dire ce magnifique hélicoptère de l'armée française qui nous gratifie de figures de voltige, ce qui est tout à fait incroyable pour un hélicoptère. Et ça, encore une fois, c'est français, messieurs, dames. Alors, je ne suis pas encore sorti, comme vous pouvez le voir. Je suis toujours sous le Concorde d'Air France. Et c'est assez amusant de voir cet ancien, ce vestige de l'histoire de l'aviation, abriter sous son aile le futur, n'est-ce pas? Puisque ce que vous voyez ici n'est pas vraiment une voiture, pas plus que vraiment un avion, c'est une voiture-avion. Et
peut-être que dans un futur proche, eh bien, vous comme moi pourrons partir en pique-nique en région parisienne avec ce véhicule-là et revenir chez soi en survolant eh bien, les embouteillages. C'est absolument fantastique. Alors, juste un aparté comme ça c'est le train d'atterrissage du Concorde. Il est équipé de pneus Michelin RX qui sont des pneus aviation tout à fait standards, qui ont la particularité d'être renforcés sur les flancs. Alors ils ont été encore plus étudiés à la suite du tragique accident du Concorde que tout le monde a encore en tête. Pour vous donner une idée de ce que peut représenter l'aviation pour la société civile et la vie de tous les jours, ces pneus-là renforcés sur les côtés sont ni plus ni moins que les grands-pères du pneu Run Flat que vous trouvez aujourd'hui sur vos voitures, qui sont issus de la technologie des pneus aviation, c'est-à-dire des pneus qui sont blindés sur les flancs afin d'éviter tout éclatement qui pourrait nuire gravement à l'intégrité de l'appareil dans lequel vous vous trouvez. Donc aujourd'hui, eh bien, votre sécurité, en particulier la sécurité routière, eh bien, est d'autant plus performante que des gens ont travaillé en amont sur des technologies qui étaient applicables à la base à l'aéronautique. Donc plus l'aéronautique est sûre, plus votre vie est sûre. Vous voyez l'intérêt de venir travailler dans l'aéronautique. Quand vous travaillez dans l'aéronautique, vous travaillez pour l'humanité. Toujours, j'arrive pas à quitter ce Concorde. Pour moi, c'est une merveille absolue. On va s'avancer petit à petit vers les données du Concorde. Vous voyez qu'ils les ont mis tête bêche pour qu'ils puissent rentrer dans cet immense hangar, mais qui sont quand même deux énormes appareils. Donc là, vous êtes sous le nez du Concorde. Vous savez, ce nez bien particulier qui se baisse à l'atterrissage pour que le pilote puisse avoir une visibilité sur la piste en approche et qui va se lever au fur et à mesure que le Concorde prend de la vitesse afin de transformer cet appareil en flèche. Puisqu'il n'y a pas d'autre mot, cet appareil est un défi à l'aérodynamisme qui a été brillamment relevé par les ingénieurs européens qui ont fabriqué ce merveilleux avion. Je vous laisse admirer le grand-père ici et son petit-fils, puisque effectivement, c'est bien des années après que Air France a pu exploiter le Concorde, bien des années après que le Concorde qui est derrière nous a fait son premier vol. Maintenant, venez, on va continuer à marcher un petit peu vers le futur, puisque le futur ne sont pas que des avions de transport de passagers, mais ce sont aussi des drones qui vont servir à des fins militaires, afin de soulager les militaires de terrain d'un certain nombre de tâches et de sauvegarder des vies, et bien évidemment, puisque plus on fera voler des drones et moins on exposera de l'humain, évidemment. Mais aussi à des fins civiles, puisque peut-être certains chez vous, vous avez déjà un drone qui vous sert à faire de la prise de vue aérienne ou simplement à amuser vos enfants dans le jardin. Donc ça sert aussi à des fins civiles. Et encore une fois, comme je vous ai montré tout à l'heure les pneus qui sont arrivés dans votre vie à vous, eh bien le drone a commencé à des fins militaires. Tout est lié, n'est-ce pas? Souvent les militaires qui ont les plus gros budgets, qui développent les choses les plus extraordinaires, qui viennent petit à petit dans le civil plus tard. Voilà. Ici, vous avez le futur du transport héliporté avec des hélicoptères qui sont absolument fantastiques. Derrière, vous avez un drone à taille humaine. Vous voyez la petite statuette de la personne qui est devant le drone qui vous montre que effectivement, eh bien, le futur sera sans pilote, malheureusement, si j'ose dire, puisque le pilote participe, comme tous les membres d'équipage d'ailleurs de l'aéronautique, participe à cette fantastique aventure qu'est l'aviation civile. Et malheureusement, moins on fera intervenir de l'humain, je pense, et moins cette aventure aura de goût finalement. Voilà. Donc, je me permets un petit peu de donner mon avis évidemment là-dessus. Je trouve que l'aéronautique pensée sans les pilotes et les membres d'équipage est une aberration absolue. Pour certaines applications, évidemment, pas pour toutes, puisque comme je l'ai dit précédemment, il est évident que si on peut épargner la vie de quelques humains en envoyant des aéronefs entièrement robotisés, eh bien pourquoi pas. Mais pour ce qui est de l'aviation civile, je trouverais ça absolument dommage qu'on ait à se priver d'un certain nombre
de ces héros qui ont écrit les pages glorieuses et qui continuent d'ailleurs à le faire, hein, à écrire les pages glorieuses de l'aviation. On est toujours sous le Concorde, cette fois ce n'est plus celui d'Air France, mais l'exemplaire 001, celui qui a permis de débuter toute l'aventure Concorde. Donc vous pouvez, là, grâce aux personnes qui passent en dessous, estimer la hauteur de cet appareil. Hein. C'est absolument un avion gigantesque, on dirait, si on devait le comparer à un oiseau, puisqu'on est dans le même domaine d'application, ce serait plutôt une grue, vous voyez. Là, nous sommes sous le ventre du Concorde. Vous voyez cette boursouflure en haut, eh bien, c'est ni plus ni moins que peu ou prou la taille de la cabine. Hein. Je ne sais pas si on peut éventuellement monter à bord, je ne suis pas sûr. On fera ça une prochaine fois. Je viendrai au musée de l'aviation et je vous montrerai ça de plus près. Et vous aurez le plaisir de pouvoir être guidé à bord de cet avion. Voilà. Donc ça, c'était le Paris Air Lab. Hein, et comme vous avez pu le voir, c'est beaucoup de surprises et beaucoup d'innovations. Donc n'hésitez pas à passer par là. Alors voilà, là je suis retourné à l'extérieur de telle manière que je vais pouvoir assister à ce meeting aérien qui est de renommée mondiale. Donc vous ne l'avez pas entendu parce que j'ai dégainé la caméra trop tard, mais il y a un DC-3 qui vient de décoller. Le bruit très caractéristique des deux Pratt & Whitney vous fait absolument rêver, bien sûr. Il est là-bas, regardez, j'espère. Alors là, vous n'allez rien voir du tout avec cette caméra-là, mais il vient de faire un virage sur l'aile qui était absolument, comment dire, absolument magnifique et qui... Écoutez ce bruit, je ne sais pas si vous l'entendez. Alors comme vous le voyez, il est aux couleurs de l'armée américaine, si vous le voyez évidemment, avec les bandes blanches, noires, blanches du code du débarquement. Écoutez ce bruit, c'est une absolue merveille. On n'a malheureusement plus la chance de pouvoir entendre ce genre de moteur ailleurs que dans les meetings aériens. Regardez ce virage magnifique que le pilote nous fait. Ah, je peux vous dire que le type il est debout sur son palonnier parce que les palonniers de cet appareil, c'est des palonniers qui font cette taille-là et qui sont quasi en prise directe sur la gouverne de l'AC. Hein. Donc pour faire ce genre de manœuvre, non seulement il faut être un pilote, mais il faut être un athlète, vous comprenez? Parce que ces avions-là n'ont pas d'assistance. Si ce n'est vaguement d'assistance hydraulique, mais on n'en était pas encore aux assistances électriques comme on a aujourd'hui sur les Airbus. Regardez ça, c'est absolument fantastique. Vous voyez comme il brille dans le soleil. Et c'est ce que je vous disais à la Ferté-Alais. Le salon du Bourget comme la Ferté-Alais ont lieu en juin. Alors c'est toujours un petit peu émouvant de venir dans ces salons et de voir voler dans le ciel français ces DC-3 parce qu'on se rappelle que la première fois qu'on les a vus ici, eh bien c'est quand ils sont venus délivrer la France de l'oppression nazie, vous voyez. Et donc les voir encore dans le ciel un mois de juin, eh bien c'est tout à fait émouvant. Vous voyez, c'est pour entendre des bruits comme ça et pour voir des évolutions pareilles qu'il faut venir dans les meetings aériens et en particulier au salon du Bourget, n'est-ce pas? Ah, ça, ce sont des choses qui sont offertes par le salon, hein, parce que faire voler ce genre d'appareil, ça coûte énormément d'argent. Et donc, vous voyez, c'est vraiment une histoire de passionnés. Et vous voyez, pour faire évoluer un avion de cette manière-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans le pavillon. Il faut des pilotes. Voilà, c'est une sensation, c'est comment ça s'appelle, une connexion entre l'homme et la machine qui permettent de pouvoir faire ce genre d'évolution. C'est délicieux de le voir évoluer comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de... Comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Il n'y a pas d'aspérité dans le vol. Tout se fait avec énormément de délicatesse.
C'est un petit avion trapu, comme vous avez pu le voir dans diverses de mes vidéos, hein, avec 2 gros moteurs sur ses ailes. Le bazar est en tôle et en toile. C'est absolument, comment dire, c'est absolument rustique à l'intérieur et pour autant, une fois qu'il prend l'air, c'est une véritable ballerine. C'est pour ça que j'ai cette sentimentalité à l'égard de cet avion. C'est cet avion que j'aime prendre en photo, c'est cet avion que j'aime voir voler parce que il est chargé d'histoire, c'est un monument, mais au-delà de ça, c'est une véritable ballerine de l'air, vous voyez. Là, on a un pilote qui, sur l'espace de 2 km, est en train de vous faire des 8 qui sont absolument parfaits et qui ne sortent pas du tout du domaine dans lequel il a décidé de vous les offrir, vous voyez. C'est un avion qui est absolument manœuvrable. En plus, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, l'aérologie ne doit pas être facile, puisque eh bien, on est quand même dans le mois de juillet le plus chaud, le mois de juin, pardon, le mois de juin le plus chaud depuis des années. Donc il y a énormément de thermique, on appelle ça, c'est-à-dire de l'air qui remonte du sol, un peu comme au-dessus de vos chauffages. Vous savez, quand vous regardez le chauffage, vous voyez un petit de l'air qui virevolte comme ça. Bien, sur la surface de la planète, c'est exactement pareil, on appelle ça de la thermique. Et donc ça déstabilise les appareils à une altitude moyenne voire basse. Voyez, donc ça c'est de la thermique et puis il y a pas mal de formations nuageuses, donc forcément ça doit pomper vers le haut ou dégueuler vers le bas inévitablement. Et là quand vous voyez un pilote qui est capable d'emmener un avion dans toute la beauté de son domaine de vol comme ça, bien vous vous dites que ça doit être quand même du sport. Surtout quand vous voyez le cockpit de ces avions, vous savez que ça n'est pas que du pilotage, c'est aussi une sorte de combat entre l'homme et la machine et les éléments extérieurs, hein, puisqu'il s'agit quand même d'évoluer dans un domaine en 3 dimensions. Voilà. Donc c'était un beau moment qui nous a offert ici au Salon du Bourget, qui a invité ce DC-3 aux couleurs de l'armée américaine et qui vient de nous faire une évolution absolument délicieuse. Voilà, donc j'espère que vous avez pu le voir. Si ce n'était pas le cas par rapport à la caméra, eh bien écoutez, j'en suis vraiment désolé, mais ça vous donnera une bonne occasion pour venir vous-même ici au Salon du Bourget. A tout à l'heure. Alors là, je reviens vite fait parce que derrière moi, il y a une évolution un peu différente de ce qu'on a vu tout à l'heure. On a là un avion de chez Dassault qui est en train d'évoluer. Donc c'est un avion d'aviation d'affaires et pourtant, regardez l'évolution que le pilote est en train de faire. On comprend très rapidement que Dassault fabrique des avions d'aviation d'affaires mais aussi des avions militaires. Voyez l'aérodynamisme et la manœuvrabilité de cet appareil. Bon, je peux vous garantir qu'on ne fera jamais ça avec des milliardaires à bord, hein, parce que là, la bouteille de champagne, le caviar, tout sera vomi au plafond immédiatement. Hein. Mais Dassault a, comment dire, le goût de faire des machines extraordinaires, et c'est ce qui vous est montré aujourd'hui au Salon du Bourget grâce à la démonstration de cet appareil. Alors, je ne vais pas faire le malin et vous dire ce que c'est. C'est un Falcon, mais je ne saurais pas vous dire lequel. Voilà. Regardez ce passage à vitesse minimale. C'est incroyable. On aurait cru qu'il allait décrocher. Enfin, pour ceux qui pilotent, je pense que vous venez de vous rendre compte des capacités aérodynamiques de cet appareil parce qu'il vient littéralement de presque s'arrêter dans le ciel. C'est absolument merveilleux. Regardez l'assiette que le pilote met. Il a sorti les volets et les trains. Hop, là il est en train de tout rentrer en remettant les gaz à fond. Et il remonte avec une assiette incroyable. Regardez ça. N'importe quel avion à ce moment-là aurait décroché, mais pas celui-là. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la production française. C'est pas pour rien que c'est ici que l'aviation a commencé, vous voyez. Et c'est pas pour rien que Dassault est ici encore en train de faire des avions. Enfin, c'est l'histoire industrielle de la France, l'aéronautique. Vous voyez, regardez ça. Mais qui fait des avions de transport privé qui sont aussi performants que cela? Regardez ça. Ça vole comme un avion de chasse.
En gros, si vous étiez milliardaire, vous pourriez vous payer cet avion et quasiment faire de la voltige avec, et le tout dans un confort absolument fantastique, avec un frigo rempli de champagne millésimé. Vous voyez ? Il faudrait attendre un petit peu avant d'ouvrir la bouteille de champagne, je pense. Magnifique machine. Alors du coup, on va se retourner, et puis je vais vous parler d'autre chose, parce que puisqu'on est dans la construction française, puisqu'on est dans l'histoire de la France, puisque l'aéronautique fait partie intégrante et intégrale de l'histoire de la France, puisque je le rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté les podcasts précédents, c'est Léonard de Vinci qui a dessiné les premiers aéronefs. Et c'était ici, en France, à Amboise, sous protectorat du roi de France. D'accord ? Et puis c'est les frères Montgolfier qui un peu plus tard ont fait voler le premier aéronef, une montgolfière, ici même en région parisienne. Et là derrière, vous avez un monument de l'histoire de l'aviation française. C'est le premier aérogare d'Air France, il existait bien avant la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite, d'ici, de cette même surface que vous voyez ici, que d'aucuns appelaient tarmac, ce qui est un non-sens total, puisque le tarmac Adam est une matière qui sert à faire des pistes de décollage et d'atterrissage, et absolument pas des parkings. Ici, on est sur un composé bétonné, d'accord ? Eh bien, de ce composé bétonné, et devant cet aérogare, sont partis les plus grands aviateurs de ce monde. Mermoz, Saint-Exupéry et d'autres, j'en passe et des meilleurs, vers des destinations aussi lointaines que inaccessibles pour l'époque. D'ici sont partis les aviateurs qui allaient défricher l'Amérique du Sud, vous voyez. D'ici sont partis les DC-3, comme on verra tout à l'heure, de la compagnie Air France, et puis plus tard les Super Constellation G, etc. Avant que l'on ouvre Orly, vous voyez. Et là, j'en appelle un peu aux autorités françaises. On ne peut pas. On n'a pas le droit de laisser cet endroit se délabrer comme c'est le cas derrière. Alors, j'ose espérer que ce que l'on voit des structures derrière sont des échafaudages qui vont servir à refaire à l'identique la tour de contrôle de l'aéroport du Bourget. Si ce n'est pas le cas, vous me reverrez autant de fois qu'il est possible de le faire pour vous dire à quel point je vous déteste, vous, autorités aéroportuaires. Parce qu'ici, on est en présence du berceau de l'histoire de l'aviation, quelque part. Voilà. Donc voilà, c'est un petit appel comme ça et puis un petit coup de gueule. Je sais que je devrais rester objectif sur un certain nombre de choses en tant que journaliste, mais là, quand on aime l'aviation, on ne peut pas accepter que quelque chose d'aussi symbolique que le premier endroit, le premier vrai, la première aérogare d'Air France puisse tomber comme ça en décrépitude. Ça n'est pas possible. Ce que vous entendez, ce sont les deux turboréacteurs du Rafale français. Enfin, Rafale français dans le sens que c'est qu'un Rafale, il est français. Qui est en train de nous faire une démonstration absolument extraordinaire de tout ce dont cet avion est capable. Il est en train de faire une chandelle. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Mais là, je peux vous dire que le facteur de charge que le pilote est en train de se prendre est absolument fantastique. Il est dans les nuages et il revient vers nous. Et là, vous allez voir une réacquisition, un truc phénoménal. Si vous vous demandiez à quoi pouvaient bien servir les deux gros ailerons qui sont sur le bord du nez du Rafale, eh bien, ils servent à ça. C'est-à-dire à avoir un domaine de manœuvrabilité augmenté qui lui permet de pouvoir faire des virages quasiment dans un mouchoir de poche. Et c'est exactement ce que le pilote est en train de nous montrer. C'est l'exceptionnelle manœuvrabilité de cet avion. C'est pour ça que je me permettais tout à l'heure de dire qu'on avait là probablement le meilleur avion polyvalent jamais construit. Un passage sur le dos. Avec une sorte de demi-tonneau par lequel traverser, enfin c'est absolument fantastique. Regardez avec quelle aisance le pilote manœuvre son avion.
c'est absolument fantastique qu'un être humain puisse être capable de faire ce genre de choses. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ça serait vraiment dommage de se passer des pilotes. Et donc là, on assiste à une démonstration absolument fantastique de pilotage fin, comme on dit, vous voyez. Regardez la finesse de ce virage. On a là une machine de guerre. Et pour autant, elle dessine quelque chose dans le ciel qui a un rapport avec de l'art quelque part. C'est un passage à faible vitesse. Vous voyez à quel point cet avion est merveilleusement dessiné. C'est une aile delta avec peu de surface. Et pour autant, regardez. Est-ce que vous avez saisi dans cette figure la puissance de cet avion ? Quand vous voulez faire un looping avec un avion traditionnel, vous êtes obligé de prendre énormément de vitesse pour pouvoir engager la boucle. Et bien là, vous avez un pilote de Rafale qui nous a fait un passage à très basse vitesse et qui a engagé son appareil immédiatement sur un looping, rien qu'à la force de ces deux moteurs. C'est absolument fantastique. Alors donc c'était le capitaine Martinez qui était aux commandes de cet avion. Donc souvenez-vous bien du capitaine Martinez. C'est un véritable magicien aux commandes de son Rafale. Donc voilà, l'histoire de ce Rafale a été un petit peu tumultueuse. Il a mis énormément de temps à être développé, suscitant quelques critiques au demeurant. Parce que vous savez, en France, on adore critiquer un peu tout et n'importe quoi, hein, même ceux qu'on ne connaît pas, surtout d'ailleurs ce qu'on ne connaît pas, parce que finalement ça occupe. Mais vous voyez que le résultat, finalement, ça valait le coup d'attendre quelque part, puisque cet avion est une réussite absolue. Vous verrez peu d'appareils militaires capables d'évoluer dans le même domaine de vol que le Rafale, hein, puisqu'il est d'abord, il a été pensé comme un appareil polyvalent, c'est-à-dire que c'est à la fois un chasseur et un bombardier, donc il est capable d'effectuer les deux missions indépendamment l'une de l'autre, ou même en même temps au final. C'est ce qui fait la merveille de cet appareil. Et donc du coup, ça lui confère des capacités aéronautiques complètement incroyables, puisque il est tout à fait capable de voltige, comme il est tout à fait capable de foncer à travers les airs pour aller taper une cible à des centaines de kilomètres de là. Voilà, donc c'est une réussite absolue. J'espère que vous en êtes convaincus à la vue de cette fantastique évolution qui nous a été offerte par le capitaine Martinez. Et puis, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous tout à l'heure pour le passage du 380. Je pense que vous en avez déjà vu du 380 qui décolle de l'aéroport de Charles de Gaulle ou d'autres aéroports. Mais là, on va assister au passage bas d'un 380. Et ça, ce sera absolument fantastique puisqu'évidemment, on a peu d'occasions de voir un appareil de cette taille passer aussi près de soi, surtout en volant, hein, évidemment. Voilà, donc à tout à l'heure. Alors là, j'aimerais vous présenter un avion qui me tient à cœur énormément. Il s'agit d'un Fuga Magister. Fuga Magister que j'ai eu le plaisir de piloter 3 ou 4 fois aux États-Unis. C'est un avion d'une finesse extraordinaire, tant et si bien qu'il a été choisi un temps par la patrouille de France pour être l'avion avec lequel ils évoluaient. Fuga Magister, reconnaissable entre tous par sa dérive son empennage en V, hein, qui est absolument typique de cet appareil. Voilà, donc jusqu'à peu, il y avait encore l'armée israélienne qui utilisait cet appareil pour l'instruction de ses pilotes. Vous dire à quel point c'est un avion qui est efficace.
Et maintenant, eh bien, voilà, quelques passionnés ont pu s'en payer et se permettre de faire quelques évolutions ici au Salon du Bourget. Une très poétique et très délicate leçon de voltige. Parce que c'est un avion qui a tout d'un planeur au final. Une finesse incroyable, une tenue dans l'air qui est complètement inégalée pour un avion de ce type. Ce qui lui permet de pouvoir évoluer dans l'air avec beaucoup d'élégance et beaucoup de finesse. C'est un avion délicieux. Encore une fois, pour avoir eu la chance d'en piloter, je peux vous dire qu'on a du mal à passer sur d'autres machines après parce que c'est comme piloter un planeur qui aurait 2 turbo-réacteurs au cul. C'est assez incroyable. Voilà, un Fuga Magister. J'essaierai un de ces 4 d'en ressortir un et je mettrai une caméra à bord, comme ça vous pourrez profiter de ça. D'ailleurs, merveilleux. Voilà le 380 d'Airbus Industrie, celui qui n'a pas de couleur de compagnie aérienne, c'est celui qui vient directement de Toulouse. Merveilleuse construction européenne, merveilleuse preuve de la possibilité de la collaboration de plusieurs pays entre eux autour d'un projet faramineux qui a été le développement de cet appareil. Faramineux et excessivement rapide puisque évidemment cet appareil a été mis à l'essai très rapidement après l'heure. Regardez-moi ça, c'est extraordinaire de voir un appareil de cette taille-là pouvoir se payer le luxe de se faire une évolution à basse altitude à une vitesse aussi ridicule que celle-ci. Pour ceux qui connaissent peu l'aviation, c'est grâce à la taille de ses ailes, qu'on appelle la plume au demeurant, et ce que les gens appellent des aérofreins, ce qui est un non-sens complet, c'est les choses qui sortent derrière les ailes sont des volets, pas des aérofreins. Voilà. Ces volets en fait servent à agrandir la surface de sustentation de l'aile, c'est-à-dire la surface qui va permettre à l'air de tirer l'avion vers le haut. Donc vous voyez que là il les a tous sortis. Et voyez la taille de ses ailes. C'est ce qui lui permet de faire cette évolution à vitesse tout à fait réduite. C'est terriblement impressionnant. Et tout à l'heure, nous avons vu la taille de cet appareil qui est absolument impressionnante. Et maintenant, vous voyez à quel point il peut se comporter correctement dans l'air. C'est un défi d'ingénierie aéronautique absolument fantastique. On parle là, et on est en présence, du plus gros appareil de transport civil de tous les temps. Qui est absolument capable d'évoluer dans un mouchoir de poche. Alors évidemment, il est à vide. Il n'a probablement pas tous ses réservoirs au taquet du kérosène qu'il peut emporter, parce que pour pouvoir évoluer de cette façon, il faut être allégé au maximum. Cependant, appréciez le rapport manœuvrabilité-taille de cet appareil. Alors sur l'écran derrière, vite fait, voyez un peu le travail au pied du pilote. Ce que vous voyez bouger derrière, c'est la gouverne de lacet qui permet de maintenir l'avion dans son axe central. D'accord ? Eh bien là, vous voyez que le pilote a mis un grand coup dans le palonnier, parce que pour faire un virage aussi serré que celui-là, eh bien, il faut agir sur la gouverne de lacet qui est entièrement, actionnée par les pédales qui sont sous le tableau de bord qu'on appelle palonnier. Regardez l'assiette de l'avion à ce moment précis. Hop, là, le pilote est en train de le refaire piquer du nez pour récupérer un petit peu de vitesse. Vous voyez que là, le pilote est à la limite probablement de la vitesse de décrochage de cet appareil. C'est de l'art absolu que de piloter un avion de cette taille-là dans ces conditions. Et ça, vous voyez, probablement aucun ordinateur ne sera jamais capable de pouvoir le faire, puisque effectivement, il faut une conscience de l'aérologie et de l'aérodynamique de son appareil et de la finesse de son appareil aussi.
La finesse, c'est ce qui détermine la capacité d'un appareil à voler à une certaine vitesse, vous voyez. Donc, le Concorde, par exemple, n'était pas d'une grande finesse, donc il lui fallait des moteurs absolument excessivement puissants pour pouvoir le soulever du sol et le faire voler. Celui-là, par contre, mais ça c'est la qualité d'Airbus. Airbus a des défauts, comme tous les constructeurs, en particulier, ce que je disais précédemment, son principal défaut est de vouloir absolument nier l'importance des pilotes à bord de ses avions, puisqu'il a tendance à vouloir absolument automatiser tous les process de vol à l'intérieur de ses cockpits. Mais il a une grande, énorme qualité, c'est qu'il fait des avions d'une incroyable finesse. Regardez-le là, il est de face à vous, vous voyez la plume, c'est-à-dire le galbe de l'aile, l'envergure de cet appareil. Ça, c'est la signature d'Airbus. Airbus fait des avions qui sont absolument merveilleux à regarder de face. Voilà, même chez vous, là, si vous êtes même loin d'ici, vous pouvez applaudir le pilote de cet appareil parce qu'il vient de faire quelque chose d'absolument extraordinaire avec un avion qui est d'une taille complètement hallucinante. Regardez là, vous voyez, les gens applaudissent parce que même sans être connaisseur, vous pouvez comprendre que ce qui vient d'être fait dans un mouchoir de poche avec un géant du ciel de cette taille, eh bien, ça tient de l'art. Hein. Donc voilà, c'est ce dont sont capables les pilotes d'essai d'Airbus. Vous voyez que... Et voilà, et donc du coup, je vais mettre ça en relation avec le forum des métiers qu'on a vu tout à l'heure. Si vous êtes encore jeune, ce qui n'est plus mon cas, et que ce que vous venez de voir vous a fasciné et que vous vous dites absolument j'adorerais essayer de faire ça, eh bien venez au Forum des métiers au Bourget et allez voir par exemple l'Institut Mermoz qui propose des formations justement à la TPL, ce qu'on appelle, c'est-à-dire au théorique des métiers de pilote de ligne. Et peut-être que qu'à un cas, vous aussi, vous gravirez les échelons pour finir par devenir suffisamment bon pilote pour pouvoir prétendre faire ce genre de choses ici au Salon du Bourget avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes d'aéronautique. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Non, c'est pas tout pour aujourd'hui, parce qu'on va se retrouver au pied d'une autre légende, de la légende de l'aéronautique, parce qu'on ne peut pas faire un meeting aérien sans passer dire bonjour au DC-3 d'Air France. Donc je vous retrouve dans 1 seconde et demie au pied de ce merveilleux objet qui est le DC-3 d'Air France. A tout de suite. Et bien c'est ici que se termine ma journée au Salon du Bourget, ici devant le DC-3 de la compagnie Air France. Alors, c'est un DC-3 aux couleurs de la compagnie Air France, mais c'est aussi un DC-3 de la compagnie Air France, puisque la compagnie Air France a à cœur de préserver son patrimoine, et en l'occurrence ce magnifique DC-3 que vous voyez derrière moi. Alors je vous le montrerai à chaque meeting, puisque je le vois très souvent en meeting, et que j'ai une véritable passion, comme vous le savez, pour cet appareil-là. Si vous aussi, vous commencez à vous dire que c'est décidément le plus bel avion qui a jamais été créé avec le Super Constellation G, eh bien je vous invite à aller sur la page Facebook de l'association du DC-3 d'Air France, puis à vous renseigner sur Internet afin de voir le planning de cet été, puisqu'il y a énormément, évidemment, l'été de meetings aériens, et cet avion se rend sur ces meetings afin de vous faire partager la passion de l'aéronautique. Donc, allez sur la page Facebook, allez sur les sites internet. Le 23 juillet à Coué, pas très loin de Poitiers, eh bien vous pourrez le retrouver, n'est-ce pas, au meeting aérien du même nom. Voilà, c'est déjà une petite date comme ça. Charge à vous de vous renseigner pour les prochaines dates. Et puis tombez vous aussi amoureux de ce magnifique appareil. Il y a des gens qui travaillent autour. Vous verrez, ce sont des passionnés aussi élégants que passionnants. Voilà, venez au Salon du Bourget. Venez vous renseigner sur les métiers, venez découvrir l'envers du décor, venez assister à cette merveilleuse fête de l'aviation ici à l'aéroport du Bourget, aussi chargé d'histoire que de technologie fantastique. Voilà, c'est une merveilleuse expérience. Venez avec vos enfants. Le week-end, les sortez pas de l'école, c'est interdit. Et puis, montrez-leur ce qu'est l'aéronautique, créez des nouvelles vocations et participez à l'histoire fantastique de cette histoire de l'aéronautique. Allez, à très vite!